les aires protégées en Afrique connaissent de plus en plus de difficultés. L'une des plus importantes est ce que l'on devrait appeler la crise de la biodiversité. Les scientifiques l'appellent aussi, dans certains milieux, la 6e extinction, parce qu'elle est en cours, contrairement aux autres qui sont déjà passées. Et les manifestations les plus courantes de cette crise de la biodiversité dans les aires protégées, qui sont supposées être les sanctuaires de conservation, sont, par exemple, l'insécurité qui augmente dans ces aires protégées, dans leur périphérie. Il y a les conflits homme-faune qui explosent autour de ces aires protégées. Et nous avons comme résultat final le déclin de la biodiversité dans ces espaces qui ont été pourtant conçus pour protéger la diversité faunique ou floristique. Nous avons donc les pertes de valeur, à la fois en termes de valeur faunique et surtout aussi des écosystèmes qui sont dégradés parfois de manière irréversible dans ces zones de conservation. L'on a parfois tendance à penser qu'il n'y a plus rien à faire. Certains pensent même parfois à déclasser les aires protégées, ce que nous avons toujours rejeté. Ce n'est pas la solution. Il y a pourtant des solutions que nous avons expérimentées sur le terrain. Vous comprendrez très bien que si j'en parle, c'est parce que je suis du monde de la conservation. Je suis M. Mbamba Jean-Paul Kevin. Je suis dans la question des aires protégées depuis près d'une vingtaine d'années, ou tout au plus. J'ai passé une bonne partie de mes débuts de carrière dans la formation des gestionnaires des aires protégées au niveau sous-régional. Et ces dernières années, jusqu'à quelques mois encore, j'étais gestionnaire des sites de conservation dans différents écosystèmes en Afrique centrale. Et ceci me permet donc de partager avec vous, dans le cadre de cette vidéo, sur le rôle des communautés et des avancées technologiques comme solution à la crise de la biodiversité dans les aires protégées. Les problèmes qui ont été soulevés dans l'illustration de la crise de la biodiversité dans et autour des aires protégées en Afrique sont cristallisés autour spécifiquement de l'insécurité qui est sévie autour de la plupart des aires protégées en Afrique. Cette insécurité se manifeste par exemple par la multiplication des incidents avec l'implication des armes légères et de petits calibres, le braconnage transfrontalier et ce qui est dommage pour une bonne partie des aires protégées en Afrique centrale, c'est aussi les incursions des groupes armés dans les aires protégées avec tous les drames que cela comporte. L'autre problème, l'autre illustration dans la crise de la biodiversité que nous avons évoquée est les conflits homme-faune. Et ces conflits homme-faune, spécifiquement, se dessinent de deux manières. Premièrement, les animaux, au détriment de la faune. Il y a le braconnage et les empiètements des populations à la recherche, soit des pâturages, soit des terres cultivables, soit tout simplement des protéines animales pour leur subsistance et de plus en plus pour alimenter des villes de plus en plus grandes et en faisant un appel d'air pour la faune, pour la viande de brousse. Nous avons comme dernière illustration que nous allons évoquer ici, c'est la crise de
ces aires protégées qui sont de plus en plus en train de perdre leur valeur, de déclin de la diversité à l'intérieur des aires protégées, ce qui est problématique parce que les aires protégées ont été créées pour protéger la diversité. Mais on voit que malgré les moyens qui sont de plus en plus importants, malgré le nombre et la superficie des aires protégées qui sont de plus en plus grandissants, on voit que la diversité et les valeurs des aires protégées, elles s'en vont. On a l'impression, parfois, pour ceux qui ne sont pas acquis à la faune, à la gestion de la faune, on a tendance à se décourager et à penser qu'il n'y a pas de solution. Je voudrais vous annoncer qu'il y a quand même des solutions. Il y a des choses qui ont été essayées et il y a des choses qui marchent. Et c'est ce qui va être décliné ici dans le cadre de cet échange avec vous sur deux grands axes. Le premier axe sera celui du rôle des communautés pour résoudre les problèmes des aires protégées. Mais la vraie question qui se pose derrière, ce n'est pas le rôle. Tout le monde sait que les communautés, ça se discute plus. Les communautés ont un rôle à jouer. Mais la vraie question, c'est comment faire jouer ce rôle aux communautés? Comment y parvenir? Quelles sont les clés? Alors, dans ce cas, nous allons évoquer spécifiquement deux clés. La première est la clé de l'utilisation d'une économie, de prendre ça, il est question déjà de changer de perspective, parce que le grand problème est que nous avons le même regard des communautés comme étant des ennemis ou opposés, ou le bien-être des communautés s'oppose au bien-être des aires protégées. Mais là, ce qu'il faut essayer de faire comprendre, c'est de changer de paradigme, de regarder le problème, non pas de la perspective du gestionnaire de l'aire protégée ou de la conservation, qui va forcément s'opposer de manière mécanique à l'existence des communautés autour des aires protégées, mais de prendre le problème de la perspective des communautés et de se poser la question de savoir qu'est-ce qui pousse les communautés, qu'est-ce qui est le problème, pourquoi les communautés n'arrivent pas à s'arrimer aux idées de la conservation. Et le meilleur moyen pour le résoudre, ce n'est pas d'en discuter dans des conférences internationales et dans des bureaux feutrés, mais c'est d'aller en discuter avec les communautés elles-mêmes, parce elles sont détentrices de beaucoup de solutions et de beaucoup de propositions qui ne sont pas souvent prises en compte dans les stratégies de conservation. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre en avant, en mettant, par exemple, en arrivant, que ce soit dans les zones septentrionales ou les zones méridionales. Quand je parle des zones septentrionales, je veux dire les savanes en Afrique ou les zones méridionales, des forêts denses et les forêts africaines. Les communautés ont toujours la possibilité de s'adapter et d'apporter leur contribution, surtout quand on a commencé par essayer de résoudre leurs problèmes. Une des manières que nous avons mises en avant tout le temps et qui ont toujours porté des bons résultats, c'est de développer des chaînes de valeur. Mais comment développer des chaînes de valeur? Tout le monde sait qu'il faut développer des chaînes de valeur. On l'a proposé plusieurs fois. Mais il faut faire attention. Pas n'importe quelle chaîne de valeur. Et surtout, il ne faut pas les développer en les ramenant dans des parachutes. Il faut voir l'orientation endogène de ce développement. Ça veut dire, il faut se baser sur ce qui existe dans ces écosystèmes, parce que ce soit en savane ou en forêt ou dans les écotones, c'est-à-dire à la frontière entre la savane et la forêt, et que même dans les écosystèmes marins, il y a toujours des choses qui sont des valeurs pour ces aires protégées-là, et d'ailleurs qui ont été parfois à l'origine de la création de ces aires protégées, que les communautés maîtrisent bien, que les communautés connaissent bien parce qu'elles en vivent, parce qu'elles en dépendent depuis des années, et sur comment utiliser donc ces valeurs-là pour développer une économie verte qui apporte de plus en plus de revenus aux communautés sans pouvoir les dégrader. Parce que les communautés doivent trouver leur intérêt. Si elles ne trouvent pas l'intérêt à la présence des aires protégées, si elles ne peuvent pas trouver les moyens à partir de l'aire protégée qui est en présence pour se soigner,
pour s'alimenter tous les soirs et pour envoyer leurs enfants dans des écoles ou dans des formations, elles ne vont pas adhérer aux idéaux de la conservation. Donc, je vais prendre un exemple très évident pour illustrer des exemples de chaînes de valeur qui ont été développées. Par exemple, dans le Septentrion et dans beaucoup de pays africains, on peut retrouver ces chaînes de valeur-là. Mais l'astuce, c'est de veiller à ce que ces chaînes de valeur soient développées avec la démarche en 3 étapes. Le court terme, je voulais dire même le très court terme, c'est-à-dire à l'échelle de quelques mois, les résultats doivent être visibles et doivent être au bénéfice des communautés. Le moyen terme, ça veut dire à l'échelle d'une année maximum. Et le long terme, parce que pour les communautés qui sont autour des aires protégées, quand on va déjà à plus d'une année, on est déjà dans le long terme. Ça, il faut le savoir. Donc, ne leur proposez pas le développement des champs qui vont passer 1 an pour donner des résultats et vous penserez, que font-elles en attendant? Donc, dans l'exemple que je vais partager avec vous, vous verrez par exemple, nous avons des exemples de spéculations à très court terme et de toutes les élevages qui sont non conventionnels parfois. Je prends le cas spécifiquement de l'apiculture qui, en 3-4 mois, vous avez les premières récoltes et qui ont un marché qui existe et qui peut être très bénéfique pour les communautés. Et derrière, en restant toujours dans les zones septentrionales, on a des spéculations qui existent déjà dans la nature. Généralement, la technique, c'est de se baser sur ce qui est déjà dans la nature en grande quantité. Je prends le cas, par exemple, du karité, si on prend le karité, si on prend le néré, si on prend la gomme arabique, qui peuvent être juste apporter quelques instruments, quelques outils pour la transformation de ces produits, pour les mettre dans un marché plus porteur et plus générateur de revenus pour ces communautés. Quand elles sont déjà intéressées à ça, dites-moi combien de personnes vont laisser ce qui va leur apporter de l'argent légalement et sans très grands efforts pour aller se balader dans les aires protégées, pour faire du braconnage et tout le reste. C'est un peu difficile à imaginer. Les communautés ne sont pas suicidaires. Donc, il faut savoir que pour ces 2 exemples qui sont déjà le court terme et le moyen terme, beaucoup de spéculations existent dans les zones septentrionales. Et pour le long terme, je prends une spéculation qui est très efficace, qui est, par exemple, le développement de ce que nous avons fait sur le terrain, le développement de l'anacarde, qui est un produit qui a un marché mondial. Et ne pas voir ces choses qui sont à la portée des gestionnaires, dont les gestionnaires devraient être beaucoup plus encore portés vers l'animation de ces communautés pour qu'elles deviennent non plus des spectateurs ou des communautés spectatrices de la gestion des aires protégées, mais des acteurs des trajectoires de ces aires protégées. Et comme ça, ces communautés se retrouvent de manière mécanique, impliquées de manière évidente, participante à la gestion de ces aires protégées. Et ainsi, les communautés adhéreront sans même qu'on ait besoin de convoquer des réunions pour leur demander d'adhérer, mais elles sont déjà à l'intérieur de la gestion des aires protégées. Ça, c'est le cas spécifique du rôle des communautés dans le développement des chaînes de valeur de l'économie verte. Et même toujours dans cette même économie verte, il y a un autre aspect qui est encore très efficient, parce que le souci ici, c'est de proposer des solutions qui ne sont pas des solutions financières, ou qui demandent des grands bailleurs internationaux qui vont venir pour un certain nombre d'années et qui vont repartir et on va retourner à zéro, mais qui sont des solutions qui sont à la portée, à l'échelle des communautés. L'autre solution, donc, qui est aussi à la portée des communautés et des États, parce que les États aussi, parfois, mettent beaucoup de moyens pour essayer de gérer les aires protégées, mais parfois, on se demande pourquoi on n'y arrive pas. Et pourtant, il y a l'autre possibilité des populations riveraines, c'est, par exemple, le développement de l'écotourisme. Toutes ces communautés ont des choses à faire voir, que ce soit au niveau de leur culture, que ce soit au niveau de leur artisanat, et juste un partenariat avec les aires de conservation pour avoir des possibilités d'exposer ces savoirs. Et nous sommes allés même plus loin, en créant parfois des festivals culturels pour à la fois sauvegarder ces savoirs séculaires et qui ont toujours permis, bien avant l'arrivée de ces aires protégées, à protéger la diversité autour de ces espaces, de ces écosystèmes. Donc, ce n'est pas les aires protégées qui ont apporté la conservation des communautés déjà
qui étaient présentes avant avaient déjà des pratiques qui étaient en équilibre avec la conservation. Mais maintenant que les aires protégées sont mises et leur ont fait penser qu'elles ne sont plus détentrices, elles n'ont plus des droits d'accès à ces produits. Elles ont commencé à faire une économie minière. Donc, c'est deux exemples. Le développement des chaînes de valeur de l'économie va être en mettant toujours en avant le court, le moyen et le long terme. Et le développement, par exemple, de l'écotourisme, on pourrait en dire plus. Mais je préfère m'arrêter là pour ces solutions basées sur les communautés. L'autre aspect de la solution pour la crise de la biodiversité que nous avons évoquée au début, c'est assez dommage que jusqu'à présent, on trouve encore beaucoup d'aires protégées qui n'ont pas pris la mesure de l'opportunité de l'impressionnante solution, de l'impressionnante opportunité qu'il est à leur portée avec les évolutions technologiques. Au quotidien, nous voyons de plus en plus des avancées technologiques apporter des solutions de plus en plus efficaces et de plus en plus précises. Nous savons d'ailleurs que la plupart des aires protégées ont le problème de l'évaluation de leur valeur. On sait souvent qu'on a vu des animaux dans cette aire protégée, on a vu telle espèce emblématique, alors on a créé l'aire protégée. Mais il y en a combien? Les inventaires qui nous ont proposés depuis des dizaines d'années sont truffés d'erreurs parfois monumentales. Beaucoup de ces inventaires sont imprécis, et la plupart sont extrêmement coûteux. Si rien n'est fait pour réduire ces coûts, ces inventaires qui seront toujours possibles lorsqu'il y a des bailleurs, lorsqu'il y a beaucoup d'argent, ne seront jamais à la portée de la plupart des aires protégées, parce que la plupart des aires protégées dans nos pays n'ont pas toujours des partenaires techniques et financiers apportés. Et même quand ces partenaires techniques et financiers sont apportés, ce que nous avons dit tantôt, c'est que beaucoup de ces inventaires ont des méthodologies qui ont été développées sur la base des critères qui ne sont jamais remplis, mais ces inventaires sont toujours appliqués. Vous comprendrez très bien que les biais sont toujours accumulés et au fil des années, nous avons soit la surévaluation des valeurs, soit la sous-estimation des valeurs. Ça, c'est beaucoup plus pour la faune, qui est facile à évaluer. Mais pour la flore, pour les écosystèmes, autres que la faune, parfois on n'en tient même pas, on n'en fait même pas cas. Beaucoup d'aires protégées ne savent même pas quels sont les écosystèmes et quels sont les facteurs qui influencent ces écosystèmes. Et on se retrouve finalement avec des aires protégées qui ont perdu leur valeur avant même qu'elles ne soient évaluées, avant même qu'elles soient connues. Certains animaux ont déjà disparu avant même qu'ils soient inventoriés. Certains écosystèmes sont totalement irréversiblement dégradés avant même qu'ils ne soient pris en compte dans les statistiques de gestion. Il y a des solutions. La solution n'est pas toujours la gestion avec tout ce qu'il y a comme arsenal pour mettre en place un système de conservation. Pas juste la gestion basée sur une espèce. On peut se baser sur certaines espèces qu'on appelle par exemple des espèces parapluies, se concentrer sur cette espèce et la suivre avec des méthodes technologiques. Et si cette espèce est vraiment une espèce parapluie, ça veut dire elle a des grands espaces qu'elle parcourt, elle a une espèce de grande taille. Ça veut dire en suivant cette espèce, par exemple, on conserve aussi les autres espèces qui sont en bas. Mais les solutions technologiques sont la solution. Je vous prends un exemple très simple. Pour faire un inventaire aérien, prenons un inventaire que tout le monde connaît. Nous avons besoin des avions qui ne sont pas à la portée de la plupart des aires protégées en Afrique. Nous avons besoin des pilotes. Beaucoup de gestionnaires d'aires protégées ne s'y connaissent pas en aviation ni en pilotage des avions. Nous avons besoin des pistes d'atterrissage et des infrastructures pour accueillir ces avions qui n'existent pas dans la plupart des aires protégées ou quand ils existent même sont dégradés ou mal entretenus. Nous avons besoin des carburants qui sont parfois inatteignables ou inaccessibles pour les budgets des aires protégées tels que nous les connaissons. Nous avons besoin des spécialistes parce que faire les dénombrements dans les avions, ce n'est pas à la portée du tout des conservateurs ou de tous les gestionnaires des aires protégées et des écographes. Il faut une formation spécifique à ça. Pour identifier un animal à partir d'un avion, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons besoin, en plus de cela, des autorisations administratives. Nous avons besoin des visites techniques. Nous avons besoin de tellement de choses pour juste faire un seul inventaire aérien. Vous imaginez ce que cela coûte. Les coûts, c'est pas centaines de millions qui sont pas à la portée des gestionnaires des aires protégées. Par contre,
Pour les mêmes inventaires, nous pouvons diviser les coûts par 10. Parce que avec un seul drone, moi j'ai l'habitude de dire aux collègues conservateurs que un drone à rotor ou des drones à hélice, un seul drone, c'est 4 pneus d'un seul véhicule. Et la plupart des aires protégées peuvent s'offrir un drone. Ceux qui n'ont même pas de moyens peuvent se faire accompagner, même par une seule élite du village, à qui on a expliqué, là provient du rôle des communautés, ou des partenaires qui sont périphériques. Parce que, entre autres communautés, il faut aussi se tenir compte des autres opérateurs économiques qui gèrent les zones de chasse, qui gèrent les concessions forestières dans la périphérie. Il faut regarder les choses dans leur perspective. Essayer de leur apporter de la contribution pour résoudre leurs problèmes. Et ces gens sont souvent très prompts à apporter des contributions à ces aires protégées qui, parfois, ne peuvent pas venir des États toujours. Les États mettent beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts, mais parfois les solutions sont à la portée. Je prends le cas de ces drones. Avec un seul drone, on peut faire beaucoup de choses dans les observations. Nous avons eu un exemple très évident qui nous a démontré de manière assez curieuse que nous faisions un inventaire qui coûtait autour de 7 millions dans une aire protégée pour inventorier des hippopotames dans les mares sur un linéaire de 100 km. Mais le même inventaire avec le drone, et pour le faire, nous prenions environ 2 semaines pour parcourir le linéaire. Et vous imaginez bien, pour ces hippopotames qui sont statiques, qui sont dans les mares, ça veut dire que tous les matins, ils vont rester dans les mares, parce qu'ils sont généralement territoriaux, ils vont rester dans les mares, vous pourrez bien les compter. Malheureusement, vous avez donc à passer 7 jours à parcourir ces zones. Vous allez dépenser cet argent pour prendre en charge des équipes de conservation, pour prendre en charge toute la logistique qui va avec. Et puis, il faudra aussi avoir un certain nombre de matériel pour pouvoir mener à bien ces inventaires et après les analyses qui viennent derrière. Mais avec un drone, je ne parle pas de 2, un seul drone, on peut en 2 jours, avec un moyen de locomotion, passer d'une mare à une autre, survoler avec la méthodologie que nous avons développée avec certains autres partenaires, survoler à différentes hauteurs les mares et faire des clichés qui comptent non seulement les hippopotames qui sont dans les mares, qui comptent les crocodiles qui sont toujours dans les mares avec les hippopotames et tous les gros poissons. Vous imaginez ce que cela fait. Nous avons toujours dans les inventaires, par exemple avec la méthode de distance sampling, oublié beaucoup de mares à hippopotames. Et les hippopotames sont souvent sous-comptés, sous-évalués, et parfois certaines mares sont même pas prises en compte. Vous imaginez quel type d'aberration. Je prends un autre exemple pour faire comprendre l'intérêt de ces nouvelles technologies, et surtout la technologie des drones pour faire des inventaires. Nous avons le comptage, quand nous faisons les comptages aériens, les avions ne peuvent pas s'approcher des zones montagneuses. Ils doivent faire demi-tour rapidement avant que la catastrophe n'arrive. Et pourtant, les drones sont prêts à venir à 1 mètre du flanc de la colline pour inventorier tout ce qu'il y a en dessous au piémont de ces collines. Ce genre de résultats sont pas atteignables avec les inventaires aériens. Donc, ça, c'est des exemples qui sont vérifiables par tous les gestionnaires des aires protégées en Afrique. Et nous avons intérêt à nous y arrimer avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la crise de la biodiversité que nous avons au début, si rien n'est fait, nous allons avoir de plus en plus d'aires protégées, de plus en plus de superficies protégées, mais ces superficies seront vidées de leur valeur. Voilà un peu globalement ce qui est comme une urgence, à notre sens, de notre point de vue, de prendre en compte la contribution des communautés et la contribution des avancées technologiques à la portée de toutes les aires protégées pour avoir des méthodes de plus en plus efficientes et de plus en plus efficaces. Parce que, à la fois efficiente et efficace, ça nous permettra d'avoir une aire protégée où la conservation ne relève plus des mystères et les résultats seront de plus en plus visibles. Et les experts pour le faire ne manquent pas. Merci.